République démocratique du Congo a récemment lancé l'appel d'offres de 16 de ses 32 blocs pétroliers afin de devenir une deuxième puissance africaine du pétrole après le Nigeria, une décision contestée par plusieurs mouvements et organisations de défense de l'environnement, craignant la destruction soit des aires protégées, soit des zones à tourbières. Entre-temps, le prix du carburant à la pompe a pris une flambée considérable. Était-ce lié à la demande d'abandon des énergies fossiles? Élément de réponse avec un expert pétrolier au cours de ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre mag écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur cette question liée à l'impact de l'exploration ou l'exploitation pétrolière sur l'environnement. Amis de la nature, bonjour et bienvenue une fois de plus à ce programme écologique Objectif Vert. Je l'ai dit au sommaire tantôt que nous parlons pour ce numéro de l'impact de l'exploitation ou l'exploration pétrolière en RDC sur l'environnement. Vous le savez peut-être pas, l'RDC a récemment lancé un appel d'offres pour 16 de ces 32 blocs pétroliers en vente. Alors pour en parler, votre magazine reçoit aujourd'hui pour vous Michel Skabongo. Il est expert pétrolier, comme je l'avais dit, il est directeur général des Congo Mines Services. Il est également président du groupe universel des pétroliers. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Michel, vous êtes expert pétrolier. Est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée des jeux aujourd'hui? C'est vrai que le gouvernement a rassuré qu'il n'y avait pas de danger avec les cuvettes où se trouve une quantité ou une grande partie des blocs pétroliers dont il est question. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'exploitation du pétrole est sans impact sur l'environnement? Je répondrai à cette question par une petite réflexion. Déjà aujourd'hui, toute activité humaine, même la vie d'un homme sur Terre, a un impact sur l'environnement. Donc dire qu'une exploitation ou une exploration n'aurait pas d'impact, c'est peut-être un peu mal maîtriser la question. Il y a nécessairement des impacts lorsqu'on veut mener une nouvelle activité, qu'elle soit humaine, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit de toute autre nature. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, lorsqu'on voulait lancer des travaux, par exemple d'exploration, d'exploitation, on prenait en compte rien que les considérations techniques et les considérations financières ou économiques. Mais depuis un moment, lorsque certains environnementalistes ont commencé à crier haut par rapport aux impacts qu'aurait l'industrie pétrolière sur l'environnement, on a mis une nouvelle donne dans la prise des décisions dans le secteur des hydrocarbures. Cette nouvelle donne, c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est un concept qui a été mis en place pour créer une certaine équité entre l'environnement, l'économie et le social. Ça veut dire pour toute activité qu'on veut mener, maintenant là, il faut commencer en amont par réfléchir quel serait le mécanisme d'encadrement de notre activité par rapport à l'environnement et par rapport au social. Un peu comme on parle aujourd'hui de la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, c'est un peu dans ce cadre-là. Mais malheureusement, pour le cas échéant, les appels d'offres, on est allé peut-être un peu vite en besogne aussi, parce que on se retrouve dans des blocs qui sont, par exemple, des blocs qui sont à proximité des zones humides, que vous appelez les tourbières, où il fallait déjà en amont, avant de lancer les appels d'offres, voir comment on pourrait présenter les choses. Parce qu'ici, il est question de signaler que tout repose sur la communication. Justement, avant d'en arriver là, vous m'avez précédé, j'allais quand même demander votre avis d'expert sur la question. Après, aujourd'hui, les organisations, comme je l'ai dit, de la société civile environnementale alertent, tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'il y aura forcément des impacts négatifs, on va dire, par rapport aux aires protégées qui seraient approximatifs ou qui seraient proches de ce bloc pétrolier. Il y a également les zones tourbières, comme vous les avez tantôt évoquées. Dites-nous, qu'en est-il clairement? La réalité aussi, c'est que les environnementalistes, surtout ici chez nous en Afrique, ils prennent un combat qui n'est pas le nôtre. Excusez-moi du terme, des fois je me dis qu'ils réfléchissent un peu par procuration. Donc ils se procurent un combat qui n'est pas africain. C'est-à-dire l'industrie qui a détruit l'environnement, ce n'est pas l'industrie africaine, c'est l'industrie occidentale. Je l'ai dit à l'entrée de jeu qu'à l'époque, les questions environnementales n'étaient pas prises en compte dans les prises de décision, dans les développements industriels, dans les exploitations. Mais depuis un certain moment, vers les années 2000, les donnes ont changé.
Et donc aujourd'hui, mener un combat comme si on était en Alberta où on a détruit l'environnement avec les gaz de schiste n'est pas correct pour l'Afrique. L'Afrique, nous sommes dans une phase où notre environnement il est plus ou moins intact. Le vrai combat devrait être celui de créer des mesures pour qu'en amont, avant de lancer des travaux d'exploitation, d'exploration, que nous sachions quel est l'encadrement autour des activités. Il y a un monsieur, un Américain, monsieur Bill Powers, qui en Amérique latine a mis en place ce qu'on appelle les bonnes pratiques dans l'exploration et exploitation pétrolière. Et cela, par exemple, au Pérou, a été même incorporé dans leur loi ou leur code des hydrocarbures. Cet ensemble de bonnes pratiques montre les lignes à suivre dès les premiers instants où on veut commencer les activités pétrolières pour avoir un impact très mitigé sur l'environnement. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, le développement durable n'est pas protéger l'environnement à tout prix. Non, c'est trouver l'équité, l'équilibre entre la protection de l'environnement, le développement économique et le social des populations. Donc, les environnementalistes qui se mettent déjà à crier, je pense que les environnementalistes congolais ne devaient pas avoir cette attitude. Ils devaient plutôt voir avec les experts du secteur comment créer un équilibre avec des mesures de bonnes pratiques. N'est-ce pas judicieux aujourd'hui que les environnementalistes congolais soient avant-gardistes pour pouvoir prévenir aujourd'hui avant que ce soit plus tard demain pour l'Afrique? Ne serait-ce pas judicieux pour eux d'entreprendre des choses en amont? Oui, bon, ils ont raison quelque part. Mais aussi, il faut prendre les choses toutes proportions gardées. Ça veut dire ne pas mener un combat d'interdiction, mener un combat de prise en compte de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans des pays européens notamment, avec l'histoire qu'il y a avec la Russie et l'Ukraine, ils sont en train d'envisager, le pire, c'est que l'exploitation du charbon, par exemple. Voilà. Pourquoi ils font ça? Parce que pour eux, la survie de la population est plus importante que la protection de leur environnement qui est déjà détruit de toutes les façons. Nous qui avons encore un environnement assez intact, ce que nous devons faire, c'est toujours travailler ensemble pour voir comment mettre en place les bonnes pratiques pour encadrer toutes ces activités. Et donc, aujourd'hui, dire que les appels d'offres, on est d'abord au niveau des appels d'offres. On n'est même pas encore au niveau d'attribution, on est au niveau des appels d'offres. Donc, il faut un peu mettre l'eau dans le vin et puis essayer de voir comment faire entendre sa voix. Alors, vous le dites si bien, nous sommes encore à l'étape des appels d'offres, on n'est pas encore à l'attribution, mais la crainte, est-ce que nous ne risquons pas de tomber dans les conflits qui a eu lieu très récemment, bon, c'est quand même assez longtemps, entre l'entreprise internationale Soko qui avait gagné ou qui avait obtenu l'exploitation dans le bloc 5 du Rift albertain dans le parc de Virunga. Est-ce que cette crainte ne va pas ressurgir avec cette probable attribution des blocs pétroliers? C'est là que personnellement je suis un peu dubitatif ou peut-être contre cet appel d'offres tel que c'est fait aujourd'hui. Parce que nous retombons dans les mêmes erreurs que sur le bloc 5 dans le sous-bassin du lac Édouard, dans le Graben albertain, où on n'a pas pris en compte les questions environnementales dans la communication. Parce que tout réside dans la communication. Là-bas, les gens sont allés trop vite en besogne et puis ils se sont butés face à ces problèmes environnementaux. Il était question, même pour ce cas-là, de bien communiquer au début. Communiquer les mesures d'encadrement, les mesures des bonnes pratiques, la réalité sur terrain. Aujourd'hui, on nous vend généralement, surtout sur les questions environnementales, des chimères. Par exemple, je vous prends le bloc 5 qui est dans le parc de Virunga, comme vous le dites, mais c'est un parc qui est non seulement vieillissant, quasiment inexistant. C'est une communication sélective. On essaie de vous montrer là qu'un bébé gorille est né, mais on ne vous montre pas la réalité de ce parc. Ce parc, selon les mêmes environnementalistes, devait produire à peu près $1 milliard pour le gouvernement, pour générer des recettes, mais les plus grosses sommes engrangées n'ont été que de l'ordre de $40 millions. Donc, alors que l'industrie pétrolière, dans cette zone-là, où les estimations donneraient à peu près 7 milliards de barils de réserve, on est sur plus de $7 milliards de retombées chaque année. Avec notre budget actuel qui est de 10 milliards, entre guillemets, qui ne sera peut-être pas mobilisé. Il serait sensiblement réduit à la hausse. Voilà. Et donc, on ne veut pas montrer
la réalité qui montre que l'activité pétrolière n'est pas totalement destructrice lorsque on prend en amont toutes les mesures d'encadrement. On est dans un parc où d'ailleurs, en son temps, on avait demandé de désaffecter 21% de ce parc. Et les 21% auraient servi à beaucoup de choses, dont notamment la gestion des populations riveraines, qui sont chaque jour... Voilà. Parce que dans les 21%, l'industrie pétrolière n'allait prendre au maximum que 7 à 10%. Les 11% restants qui pouvaient être plus de 200 000 hectares, on pouvait créer des villages agricoles, on pouvait créer un encadrement de la population. Et avec les retombées pétrolières, on pouvait faire beaucoup d'activités de développement. Donc vous n'êtes pas d'avis que cette probable, je vais toujours dire probable attribution, pourrait nuire ou pourrait aller à l'encontre du droit des communautés en environnement sain? Non, ça c'est considérer les choses pas dans leur vraie mesure. Parce que les activités pétrolières peuvent se faire, mais avec, comme je l'ai dit tantôt, avec les bonnes pratiques. Je vous donne un exemple. Ce qui est dans l'exploration pétrolière ou la production, les étapes qui sont les plus destructrices, c'est peut-être le forage et la production, parce que là, il faut des développements des puits. Mais dans les bonnes pratiques de monsieur Bill Powers, par exemple, il dit que on ne va plus faire des forages comme on le faisait auparavant. Quand on est dans une zone environnement sensible, on va se considérer comme si on était en offshore. Donc on va travailler comme si on était en offshore, dans la mer ou dans les... Comment ça se passerait en offshore? Ok, en offshore, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire par exemple 100 puits différents, qui va prendre une étendue considérable, on fait des puits à long des ports. Les puits à long des ports, c'est un puits qui peut aller jusqu'à 8 km. Ok? Un même puits qui peut aller jusqu'à 8 km. Donc, on peut avoir deux plateformes séparées d'une distance de 16 km. Ok? Et au niveau du puits à long des ports, on fait des multi-puits. Donc, on fait des développements dans des points des points bien choisis où il y a un impact très minimisable. Ça veut dire que dans les développements déjà, on a sensiblement diminué tout ce qui était comme risque. On peut voir tous les potentiels pétroliers qui existent dans un endroit sans avoir à creuser partout, c'est ça? Oui, dans les termes simples, j'ai mis mon puits à un point X, mais de ce point X, je peux forer autant de puits autour du même point et toucher plusieurs points du réservoir. À l'aide d'une caméra, j'imagine? Non, mais ce sont des forages déviés, dans les termes techniques, ce sont des forages déviés, on appelle des puits multi-puits, et des forages déviés, des forages horizontaux qui peuvent aller jusqu'à 8 km. Donc quand nous plaçons un dépôt à 8 km, de l'autre côté un autre dépôt à 8 km, ça veut dire qu'on peut balayer 16 km avec deux plateformes. Ok, alors on va quand même revenir à cette question d'actualité qui concerne le carburant. D'aucuns estiment aujourd'hui que cette rareté de carburant dans le monde serait liée au fait qu'on est en train d'inviter le monde à aller de moins en moins sur les énergies fossiles, d'abandonner le pétrole ou encore le gaz méthane. Vous qui êtes expert en la matière, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, une fois de plus, je pense que les environnementalistes, sans s'y rendre compte, ils sont en train de créer une crise jamais connue dans le monde. Ils sont allés très vite en besogne. Ils ont cru que la technologie ou les découvertes feront que on ait des produits de substitution par rapport aux énergies fossiles. Malheureusement, toutes les énergies renouvelables, il n'y en a aucune qui puisse remplacer les énergies fossiles à ce jour. Et ce qui fait que il y a eu plusieurs conséquences, même dans la politique structurelle des grandes entreprises, les grands majors comme on les appelle, surtout en ce qui concerne l'exploration pétrolière. Plusieurs de ces entreprises n'ont plus investi autant d'argent comme par le passé dans la recherche pétrolière, avec comme conséquence, on a eu dans la dernière décennie trop peu de découvertes de nouveaux gisements. Mais de l'autre côté, les gisements qui étaient déjà exploités tendaient déjà vers leur fin. C'est notamment les gisements en Russie, notamment les gaz de schiste au Canada, aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a
une importante baisse de découverte en termes d'exploration. Et de l'autre côté, il y a baisse des anciens gisements qui existaient déjà, mais la demande, elle, ne faiblit pas. La demande en énergie ne faiblit pas, surtout avec la venue de notre fameuse Covid. Et puis, avec les économies mondiales qui cherchaient à se relancer, on a encore besoin de beaucoup d'énergie, mais il y a eu baisse des découvertes, baisse de l'offre, et avec aussi la guerre en Ukraine, les sanctions imposées à la Russie. Donc, du coup, ce mélange-là fait que nous allons atteindre des prix jamais atteints. Ça sera le 3e choc pétrolier d'ici une année. D'ailleurs, c'était dans une de mes tribunes en 2020, j'avais prévu cette hausse des hydrocarbures. Vous aviez prévu en 2020 qu'il y aurait baisse des produits pétroliers dans le monde? J'avais prévu qu'avec la politique telle qu'appliquée, les banques ne financent plus les campagnes d'exploration, les grands majors ne financent plus les campagnes d'exploration, et donc on allait arriver à un point critique où le prix du baril allait grimper. On parlait même de $200 le baril et nous sommes déjà à $120. Donc c'est un risque réel, mais qui va coûter à tout le monde à cause notamment aussi, comme vous l'avez dit, aux problèmes environnementaux qui n'avaient pas été peut-être très bien posés ou très bien réfléchis. Les gens sont allés trop vite en besoin. Donc aujourd'hui, il n'existe pas encore d'alternative aux énergies fossiles. Il n'y a pas encore une alternative crédible qui puisse remplacer les énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est plus de 80% de l'énergie, c'est encore des énergies fossiles. On parle aujourd'hui d'éoliennes, on parle de solaire, on parle aujourd'hui d'hydraulique, je ne sais pas moi, on parle de tout ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Ce n'est pas suffisant pour l'industrie. L'industrie actuelle, l'industrie mondiale demande beaucoup trop d'énergie. Et le seul élément qui ait une capacité calorifique assez importante à un coût faible, parce qu'on est là dans un domaine économique, ce sont les énergies fossiles. Donc, on continue à aller dans les fossiles, on continue malgré le fait qu'autant de pays aient ratifié l'accord de Paris qui demande à ce qu'il y ait réduction des émissions de gaz à effet de serre qui seraient liées à l'exploitation des énergies fossiles. Vous, en tant que pétrolier, vous estimez qu'on ne va pas s'arrêter, on va continuer? Non, il faut être pragmatique. Et la RDC qui a ratifié cet accord, la RDC qui s'engage à être un pays solution dans les contextes de changement climatique, qui a promis justement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on le voit en train de lancer un appel d'offres par rapport à... Est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe? Est-ce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas moi. Ce n'est pas vraiment paradoxal, comme on le dit. Mais aussi, la réalité, c'est qu'il faut rester pragmatique, regarder les développements de chaque pays, surtout en ce qui concerne son développement interne. Il n'y a aucun pays qui soit d'abord prêt à faire ces cessions-là en termes de émissions de gaz à effet de serre. J'ai vu l'Indonésie qui s'est même retirée de cet accord de Paris. Pourquoi? Parce que quand ils analysent les intérêts nationaux par rapport à ce que le monde présente comme effort collectif, ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, si nous prenons les pays les plus pollueurs, la RDC n'est même pas sur la liste. Nous avons la Chine, les États-Unis et tout. C'est à eux de faire ces premiers efforts, pas à la RDC. Et donc, moi, je ne trouve pas paradoxal que la RDC cherche à développer son industrie, alors que le monde a déjà donné un concept basique qui va permettre à tout le monde de se développer, c'est le développement durable, où on doit trouver une équité. Moi, je pense que le gouvernement devrait maintenant réfléchir sur quelles sont les mesures d'encadrement pour que cette industrie s'efface, mais dans une certaine équité pour ne pas dépasser certains seuils de pollution. Alors, on va prendre une petite pause pour prendre la partie actu environnement et on se retrouve tout juste après. Ce travaux de 3 jours organisés par Action pour la promotion et la protection de peuples et espaces menacés ont permis le partage des résultats de la méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux des forêts communautaires en RDC, un outil développé par Rainforest Foundation et toute la consortium à l'intention des différents acteurs étatiques et de la société civile qui travaillent dans la lutte contre la déforestation. Georges Thierry Anja du projet Forêt d'avenir revient ici sur les avantages de cette approche et de sa particularité. L'avantage des méthodologies dont nous avons présentées pendant cet atelier, c'est vraiment qu'elles sont des méthodologies qui sont très simples. Donc que quelqu'un puisse être technicien en système d'information géographique ou non, ils ont la capacité de pouvoir utiliser ces outils pour aider les communautés à suivre la déforestation dans leurs concessions forestières des communautés locales. Mais aussi, il est important d'aider les communautés à réfléchir sur
comment bien gérer leur concession de forêts de communautés locales de manière à pouvoir réduire la déforestation, mais aussi préserver la biodiversité dans leur CFCL. D'après les directeurs des programmes des APEM, les 2 premières journées étaient consacrées à l'analyse de la déforestation dans les forêts communautaires ainsi que la présentation de la nouvelle méthodologie, tandis que la dernière journée a fait l'objet de la formation des participants à l'utilisation des outils de vérification sur les terrains. Il est ensuite revenu sur la finalité de cette démarche. L'idée était de présenter ce que nous on a trouvé comme approche méthodologique et les premiers résultats qu'on a obtenus, et comparer cette approche avec les autres approches que les autres qui travaillent dans les questions d'analyse de la déforestation au niveau des pays, au niveau de l'Afrique ou ailleurs dans le monde. La finalité, c'est de comprendre si la forêt évolue comment. Donc, est-ce qu'il y a de fortes dégradations ou bien il y a de faibles dégradations. Et surtout que les communautés doivent gérer les forêts avec des plans simples de gestion. Et on va comprendre si le plan simple de gestion a aidé quand même à améliorer les impacts de la déforestation au niveau des paysages. Pour rappel, le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la protection du climat et de la biodiversité est désormais reconnu. Et les forêts communautaires pourraient à ce jour être d'un apport considérable dans l'atteinte de cet idéal. D'où l'intérêt de cet outil qui va permettre désormais de mesurer la déforestation dans les forêts communautaires en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est en voie de se doter d'une nouvelle loi foncière révisée. Le processus de cette réforme a pris plus de 3 années consécutives. Après moult réaménagements au niveau de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, c'est le vendredi 27 mai 2022 que l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté a été validé. Ce, à l'issue d'un atelier national de 3 jours tenu à cet effet, soit du 25 au 27 mai 2022 au Pullman Hotel Kinshasa. Un atelier qui a réuni les experts venus du gouvernement de la République et des partenaires du secteur, ainsi que de délégués de la société civile et autres parties prenantes. En avril 2022, l'ONG britannique Minority Right Group avait publié son rapport intitulé « Purger la forêt par la force », un rapport qui chargeait les éco-gardes et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC d'être à la base de la violation grave des droits des communautés pygmées vivant dans et autour du parc national des Kahuzi-Biega. Pour faire la lumière sur cette affaire, une commission conjointe a été mise en place, composée des experts de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, de la société civile, d'un représentant des Minority Right Group et des experts indépendants. Cette commission était chargée de contre-vérifier rigoureusement les allégations avancées dans les rapports de l'ONG britannique. Dans un communiqué publié le mardi 31 mai 2022, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a affirmé que les enquêtes de la commission conjointe n'ont pas confirmé toutes les allégations de violation des droits humains attribuées aux éco-gardes de l'ICCN et au FARDC. Ainsi, l'ICCN relève ici un écart disproportionné entre le volume des allégations du premier rapport de l'ONG britannique et les résultats du rapport de la Commission. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère des Finances, a procédé lundi 30 mai 2022 à la signature de la deuxième lettre d'intention du partenariat RDC-CAFI 2021-2030 et ce, après l'approbation renouvelée de partenariat entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson. À travers cette lettre d'intention, les parties prenantes s'engagent à mettre en œuvre une série de mesures visant à conjuguer et infléchir la perte du couvert forestier de la République démocratique du Congo d'ici 2030. Le but étant de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans la contribution nationale déterminée au niveau du pays, CEDEN, de l'accord de Paris et la déclaration des dirigeants à Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres
avec une allocation de 500 millions de dollars américains en provenance des fonds fiduciaires CAFI sur une période de 2021-2026, déployée selon une approche basée sur les résultats. De retour sur ce plateau de circonstances qui est ces travaux botaniques de Kinshasa nous offre aujourd'hui, ingénieur, dites-nous, quelles sont vos recommandations en tant qu'expert justement, avant de quitter ces sujets, pour l'attribution de marché pour les 16 blocs sur les 32 qui comptent la RDC? Quelles sont vos recommandations? La première des choses, je sais qu'ils sont déjà allés trop vite en besogne, c'est qu'il y a une erreur, parce que ça va faire perdre au gouvernement et le temps et l'argent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un problème avec Digoil. C'est plus de 600 millions de dollars qu'on leur doit parce qu'on était allé, comme on le fait maintenant, Comico qui a gelé nos blocs pendant presque 14 ans. Et nous sommes malheureusement en train de retomber dans la même situation. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les grands majors ne sont plus intéressés par des explorations ou des zones vierges à explorer. C'est plutôt les rachats des découvertes. Ce qui fait que l'assiette des gens qui seront et qui pourraient être intéressés s'amenuise davantage. Et puis nous présentons des choses dont nous n'avons pas une bonne maîtrise. Parce que même quand on parle de certification, c'est mal connaître le secteur. Si quelqu'un en ce moment parlait de certification, ça veut dire qu'il est un ignorant complet du secteur des hydrocarbures. Parce que nous sommes très loin de la certification de nos réserves, que ce soit dans la cuvette centrale, dans l'Upemba, où aucune activité ne s'est jamais faite. Et donc nous sommes allés trop vite en besogne parce que nous présentons dans l'appel d'offres en réalité des zones méconnues. Aujourd'hui, nous présentons des vastes terres méconnues et par nous-mêmes et par les données techniques. Parce que la connaissance d'une zone passe par les données techniques. On devait en ce moment avoir ce qu'on appellerait des documents géologiques de chaque bloc avec des études bien faites, bien ficelées. Mais aujourd'hui, nous avons pour la plupart des lignes sismiques ou gravimétriques qui ont été tirées dans les années 80, dans les années 60, 70. Et donc, des fois, la prise même des données était un peu biaisée. Aujourd'hui, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est non fiable? Qui a fait l'analyse de ces données-là? Qui a donné les nouvelles orientations? Ben voilà, donc nous allons dans une chose où nous n'avons pas beaucoup de maîtrise et donc nous risquons de tomber, comme par le passé, dans ce piège où ce seront certains, excusez-moi du terme, j'allais sortir un gros terme, des gens qui ne sont pas qualifiés, qui vont venir solliciter ces blocs et qui vont les geler en attendant qu'ils cherchent des bailleurs des fonds. Or, nous avons déjà expérimenté cela avec Comico, avec Digoil, avec les Force Web, les Capricat. Donc, c'est une expérience déjà vécue, mais malheureusement, le pays me donne l'impression de n'avoir pas tiré des conséquences par rapport à ce qui avait été posé comme axe auparavant. Et donc, nous y allons. C'est une activité qui, en mon sens, n'est pas donnée pour le moment. Il faut, comme le dit le Code des hydrocarbures, que le gouvernement essaye de financer certaines études de préexploration qui peuvent nous donner des orientations plus ou moins correctes. Parce que là, même le choix des blocs, il est tellement disparate qu'on ne sait même pas pourquoi on choisit tel ou tel bloc. Parce que les blocs qui auraient même certaines lignes sismiques assez claires, parce que quand on analyse les données Segway de ces lignes sismiques, n'ont même pas été repris. Donc on se demande vraiment sur quels critères ils se sont mis pour nous donner les 16 blocs et ils n'ont même pas, même si nous prenons le bassin côtier, malheureusement, on voit que ils n'ont pas pris le temps de comprendre tout ce qui s'est passé. Par exemple, avec le bloc Nganzi, où il y a eu 3 forages qui ont été des puits secs. Personne ne sait encore dire aujourd'hui qu'est-ce qui a causé, alors que nous avons des études de nos chercheurs qui montrent que peut-être ça serait lié au gradient gravimétrique de la zone, au gradient à la force de pesanteur de la zone, parce qu'on serait peut-être dans une zone sédimentaire mais à intrusion magmatique. Donc tout ça, je me rends compte que le gouvernement n'a même pas pris le temps de procéder de manière scientifique. C'est juste une opération politique qui n'a rien à voir dans une réalité technique et scientifique. On se croirait dans un cours là, c'est bien vraiment technique, mais on va retenir
pour notre corps prestataire qui nous suivent que c'est une décision qui serait plutôt hâtive, n'est-ce pas? C'est une décision politique qui n'a rien à voir avec le côté technique et scientifique. Donc c'est juste une position de propagande politique. Il y a une propagande politique. Alors, actualité oblige, ingénieur, dites-nous qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la carence des carburants qui s'observe dans la capitale Kinshasa, mais également dans les grandes villes de la RDC? Bon, il y a plusieurs raisons, mais la plus importante, je pense que ce n'est pas un endroit propice pour le dire, mais le gouvernement devrait aussi voir du côté de la solvabilité par rapport à certaines créances liées surtout à cette industrie pétrolière dans la vente ou la mise sur le marché des produits pétroliers, parce qu'il y a aussi un lien de ce côté-là dont on ne va pas parler. Mais aussi, il faut souligner que nous sommes dans une phase où on est vers un choc pétrolier. Aujourd'hui, le baril, il est à près de 120 $, ce qui fait que toutes les raffineries revoient à la hausse leur prix, déjà à la base. Et donc, dans notre structure de prix telle que c'était fait, le prix du baril prend une grande place. Donc, nous ici, nous qui avons une économie qui est basée essentiellement sur les importations, à chaque fois qu'il y a un problème à l'extérieur, nous sommes totalement touchés. De manière, on va dire, pragmatique et plus bref possible, quelles sont les solutions envisageables pour remédier à cette situation? En ce moment, tout ce que le gouvernement peut faire, c'est essayer de mettre un peu plus de moyens dans le marché des produits pétroliers qui sont le MOGAS, le jet et tout, pour être compétitifs, parce que beaucoup de pays qui sont aussi producteurs vont essayer de constituer des réserves stratégiques assez importantes, parce que l'avenir est encore sombre avec cette tension entre la Russie et l'Ukraine, qui est en réalité une tension entre l'Occident et les pays du BRICS. Et c'est une tension qui n'augure pas des bonnes choses pour demain. Donc pour beaucoup de pays, prévoir les moyens suffisants pour injecter un secteur pétrolier. Il faut des moyens suffisants pour pallier à certains déficits et être solvable très rapidement, n'est pas garder des dettes de beaucoup de pétroliers. Là qui est dit, vous êtes, je voulais rappeler, directeur général des Congo Mines Service. Vous êtes également président du groupe universel des pétroliers. Est-ce que ce groupe tient compte, on va dire, des questions environnementales pour ne pas tomber dans ce qui s'est passé à l'Occident par rapport aux impacts environnementaux? Qu'est-ce que ce groupe fait justement aujourd'hui en termes de prévisions? Ben voilà, déjà nous-mêmes en tant que pétroliers, les questions environnementales sont de premier plan, parce que nous avons eu certaines expériences, dont notamment par exemple avec le projet d'Engoki à Brazzaville. Nous avons suivi ce projet de près, nous avons vu dans son développement qu'est-ce qui a causé l'arrêt. Et donc les questions environnementales chez nous sont les questions primordiales. Nous étudions ces questions. D'ailleurs, dans le travaux des DEA, parce que nous-mêmes nous sommes en formation pour des diplômes d'études approfondies, la plupart des gens travaillent sur les questions environnementales. Nous sortons un livre d'ici 2 mois qui va parler de la question de juxtaposition de la production pétrolière dans des zones humides comme des tourbières, dans la forêt tropicale notamment. Il y a des conférences qui sont tenues chaque fois avec les environnementalistes pour des discussions plus âpres, très constructives sur les questions environnementales. Et je crois, après plusieurs discussions, beaucoup d'environnementalistes nous disent que des fois c'est un manque d'information qui fait que les gens prennent des positions peut-être assez tranchées. Mais je crois que nous sommes en train de travailler, dans notamment cette émission, pour essayer de remettre certaines questions sur la table, pour voir des deux côtés comment mettre de l'eau dans son vin, pour trouver à chaque fois... Ouais, la communication, elle est super importante parce que nous sommes là dans une industrie très complexe, une industrie de grande géopolitique, parce que la géopolitique mondiale est liée aux énergies fossiles, quoi qu'on dise. C'est pourquoi ce sont des questions pour lesquelles nous aimerions que les débats soient pérennes, afin que nous puissions avancer et que nous puissions développer. Parce que la base de tout, c'est le développement de notre pays. Notre pays est en retard par rapport à beaucoup de choses. Et là,
nous voyons que l'industrie pétrolière, c'est une industrie qui pourrait nous amener à avoir des capitaux importants. Et imaginez si ces discussions, nous les avions il y a 10 ans, et si nous avions développé notre industrie, aujourd'hui avec le baril à $120, quelles seraient les retombées financières pour notre pays? Ah voilà. Voilà qui est dit. Nous avons échangé, je vais le rappeler, avec Michel Skabongo. Il est expert pétrolier, directeur général d'Ecomo Mine Service, président du groupe universel des pétroliers. Votre magazine écologique Objectif Vert a parlé aujourd'hui des impacts, oui ou non, de l'exploitation ou exploration pétrolière sur l'environnement. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à très bientôt.